Le 2 février 1502, à 3 heures du matin, les couloirs du château d'Este devinrent l'écho de sons interdits. Ce n'étaient ni des plaintes de douleur, ni des cris de désespoir. C'étaient des gémissements prolongés, si intenses que les gardes détournèrent le regard et que les diplomates présents se lancèrent dans des regards de sombre complicité. À cet instant, l'intime se fondait dans le politique. Le charnel se transformait en arme diplomatique. La consommation d'un mariage, qui aurait été un acte privé dans n'importe quel autre coin de l'Europe, était exécuté à Ferrare comme un protocole létal, scellé avec l'encre invisible du pouvoir. L'aube était teintée d'une lune rougeâtre, comme si le ciel lui-même annonçait que l'histoire était sur le point de prendre un tournant irréversible. Le silence de la ville endormie contrastait avec ce qui se déroulait derrière les rideaux de velours cramoisi. Là, chaque soupir était une monnaie. Chaque geste, un traité, chaque pénétration, un pacte scellé, non pas avec des mots, mais avec le langage universel du corps. L'Europe entière, sans le savoir, était en train d'être reconfigurée entre des draps brodés d'or. Cet événement apparemment intime était resté caché pendant des siècles dans les archives les plus secrètes. Ce n'était pas une simple rencontre nuptiale, c'était l'instauration d'un code, un rituel diplomatique sexuel conçu pour légitimer des alliances, anéantir des rivaux et ériger des dynasties entières. La jeune protagoniste, Lucrèce Borgia, n'avait que 22 ans, mais portait sur ses épaules le poids de 2 mariages précédents baignés de sang et de trahison. Cette nuit-là, elle n'entrait pas en jeune fille naïve, mais en survivante astucieuse, capable de transformer sa vulnérabilité en la lame la plus tranchante de son arsenal politique. Imaginez un instant cette alcôve, de hautes bougies projetant des ombres qui dansent comme des spectres, des tapisseries d'eau flamande narrant des conquêtes passées et un lit qui n'était plus un hôtel d'amour, mais un tribunal silencieux. La politique de la Renaissance transformait l'érotique en un champ de bataille où le plaisir fonctionnait comme une certification légale. Dans cette chambre, non seulement 2 corps s'unissaient, on validait l'existence d'un pacte entre les maisons Borgia et d'Este, un pacte dont l'échec aurait pu déclencher des guerres entre la France, l'Espagne et les autres États italiens. La consommation multiple n'était pas une invention capricieuse, mais un protocole calculé. La logique était brutale. Une seule consommation pouvait être mise en doute, remise en question comme impuissance ou fraude. 3 actes documentés par des témoins invisibles, en revanche, créant des preuves irréfutables de virilité, de fertilité et de légitimité dynastique. Chaque gémissement enregistré dans la mémoire des chanceliers devenait une arme politique, un antidote contre de futures annulations matrimoniales ou accusations de stérilité. Là, le corps féminin ne s'appartenait plus. Il était un champ sacré et profane où se jouait le destin des empires. Le plus perturbant était le symbolisme choisi pour cette nuit, la fête de la purification de la Vierge Marie. L'Église, symbole de pureté, était invoquée parallèlement à un rituel de chair et de sueur. Ce mélange du sacré et du profane intensifiait l'effet politique. Le divin semblait bénir un acte charnel converti en sacrement dynastique. À la Renaissance, où le religieux imprégnait chaque fibre de la vie sociale, ce parallélisme renforçait l'idée que l'alliance entre les Borgia et les d'Este n'était pas seulement légitimée par la chair, mais aussi par le ciel. L'air dans le palais était dense, chargé d'anxiété et d'attente. Dehors, les citoyens dormaient sans savoir que leur avenir dépendait de ce qui se passait dans cette alcôve. Dedans, Lucrèce et Alphonse étaient en inconscient que chacun de leurs mouvements serait traduit en chiffres, en rapports et en décisions d'État. C'était le sexe converti en document, le plaisir transfiguré en clause de traité. Les personnes présentes, qu'on cachait derrière des portes ou attendant des signes, savaient que ce qui se passait définirait non seulement la nuit, mais les décennies à venir de la péninsule italienne. Cet instant, apparemment éphémère, resta pétrifié dans les archives les plus cachées d'Europe. Pendant 5 siècles, il resta enterré car il révélait une vérité inconfortable. La diplomatie la plus efficace ne se signait pas toujours sur papier, mais sur des draps imprégnés de sueur et de gémissements. Lucrèce Manteau, qui avait vu ses maris précédents tomber pour impuissance ou assassinat, comprenait mieux que quiconque que sa survie dépendait de la transformation de son corps en forteresse inexpugnable. Et cette nuit-là, sous la lune de sang, elle scella par des gémissements les fondations d'un empire.
Préparez-vous, car ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas seulement une rencontre passionnée. Ce fut un tremblement de terre silencieux qui redessina des cartes, détruisit des rivaux et éleva une femme que beaucoup appelaient une victime au rang d'architecte de son propre destin. C'est la véritable histoire derrière la nuit de noces la plus scandaleuse de la Renaissance. L'année 1502 n'était pas une année ordinaire. L'Italie brûlait dans un équilibre précaire, fragmenté en duchés, républiques et états pontificaux qui se dévoraient soit mutuellement à coups d'intrigues et de poudre. Chaque mariage entre nobles n'était pas un geste romantique, mais un pacte de guerre. Lucrèce Borgia, fille du pape Alexandre VI, n'arrivait pas à Ferrare pour être une épouse. Elle arrivait comme une monnaie de pouvoir, comme le pivot d'un traité visant à sauver une maison en péril et à en protéger une autre contre des ennemis invisibles. Son arrivée au château d'Este représentait plus qu'une union personnelle, c'était l'incarnation de la diplomatie sexuelle de la Renaissance. Rodrigo Borgia, le pape, avait perfectionné l'art de tisser des alliances matrimoniales, tel un stratège déplaçant des pièces sur un échiquier ensanglanté. Avec chaque union de ses enfants, il étendait les tentacules du pouvoir papal au-delà de Rome, englobant des territoires bouclants qui oscillaient entre la France, l'Espagne et les petits royaumes italiens. Le mariage de Lucrèce avec Alphonse d'Este était le coup le plus risqué. Ferrare, bien que petite, était essentielle comme bastion militaire et comme symbole de légitimité dynastique. Le duché avait désespérément besoin de prestige, et les Borgia devaient s'en consolider leur influence dans le nord. Ainsi, ce que beaucoup virent comme une alliance était en réalité un traité déguisé en romance. Dans ce contexte, la politique ne se discutait pas dans les parlements, mais sur les lits nuptiaux. Les draps de soie étaient les parchemins où les accords en étaient signés. Les corps, les plumes qui écrivaient en des pactes avec la sueur. Le duc Hercule d'Este, père d'Alphonse, savait que sa lignée ne tenait qu'à un fil, menacé par les puissances voisines. Livrer son fils à Lucrèce n'était pas une concession sentimentale. C'était le pari final pour que Ferrare survive face à l'avancée de la France, aux manœuvres de l'Espagne et à l'omniprésence des États pontificaux. Chaque regard à la cour reflétait cette peur. Si l'union échouait, Ferrare serait dévoré. Les négociations qui précédèrent le mariage le démontraient avec une clarté brutale. La dot de Lucrèce s'élevait à 100 000 ducats d'or, une somme colossale équivalent au budget de villes entières. Mais l'or n'était qu'une surface. Ce qui était réellement attendu se situait dans l'intimité. Les documents secrets de l'époque détaillaient que la validité du mariage ne se mesurait pas par des cérémonies religieuses ou des contrats notariés, mais par la consommation certifiée. Cette consommation devait être observée, documentée et archivée. C'était un théâtre macabre, où le privé se dépouillait de son voile pour se transformer en spectacle politique. La date choisie ne fut pas un hasard. Le 2 février, jour de la purification de la Vierge, mêlait le sacré et le profane de manière calculée. L'Église bénissait indirectement un rituel qui transformait le sexe en sacrement de pouvoir. Le symbolisme était clair, le divin avalisait la chair, et la chair devenait l'instrument du ciel. C'était un oxymore politique et théologique, un mariage où Dieu et la luxure marchaient ensemble pour fabriquer la légitimité. Dans un monde où le religieux était la base de l'ordre social, cette fusion donnait un poids dévastateur à l'alliance. Pendant ce temps, Lucrèce portait un passé qui pesait plus lourd que ses bijoux. 2 mariages précédents s'étaient terminés par le scandale et la mort. Le premier, avec Giovanni Sforza, s'acheva par une humiliation publique. L'homme fut accusé d'impuissance et s'enfuit, marqué à vie. Le second, avec Alphonse d'Aragon, fut scellé par l'étranglement dans les appartements du Vatican, un crime que beaucoup attribuèrent aux ombres de sa propre famille. Ses antécédents faisaient de Lucrèce une figure crainte et désirée, une femme qui avait survécu à la machinerie de la politique italienne, émergeant avec un visage angélique, mais un cœur entraîné au combat. Les chroniqueurs contemporains parlaient de sa beauté comme rare et extraordinaire. Pietro Bembo, poète de la Renaissance, della Reia, la décrivit avec des mots qui semblaient en des vers d'un sortilège. Mais derrière cette peau d'albâtre se cachait un esprit affûté. Lucrèce n'était pas la poupée de porcelaine que beaucoup imaginèrent. C'était une stratège qui avait appris que, dans l'Italie du Quattrocento,
le corps d'une femme pouvait être l'arme la plus puissante, capable de sauver des dynasties ou de les condamner. Cette nuit-là, à Ferrare, elle ne cherchait pas l'amour, elle cherchait à survivre. Alphonse d'Este, l'homme qui l'attendait, était différent de ses maris précédents. Il avait 25 ans et un physique robuste qui imposait le respect. Ce n'était pas un courtisan délicat ni un poète de salon, c'était un ingénieur, un artilleur, un militaire qui forgeait des canons de ses propres mains. Tandis que d'autres nobles s'entouraient de luxe, il préférait se salir avec la suie de la fonderie. Cette dualité, homme de fer et amateur de musique, faisait de lui un adversaire inattendu dans le jeu de la séduction politique. Alphonse n'avait pas besoin de prouver sa virilité par des mots, sa présence le rendait évident. Et Lucrèce le savait. Le choc de ces deux mondes, la survivante astucieuse et le prince d'acier, générait une tension explosive. Tous deux comprenaient qu'ils n'étaient pas de simples fiancés, mais les protagonistes d'un rituel qui déciderait de l'avenir de Ferrare et influencerait toute l'Italie. L'alcôve qui les attendait n'était pas un refuge, mais une arène où les forces se mesureraient. Là, les fantômes des mariages ratés, les menaces des puissances étrangères et l'ombre omniprésente du pape s'entrelaceraient avec la sueur de leur corps. L'histoire, cette nuit-là, s'écrirait en chair vive. La scène était préparée avec une précision quasi liturgique. Les appartements ducaux du château d'Este étaient devenus un théâtre d'ombre, de luxe et de symbolisme calculé. Les rideaux de velours cramoisi tombaient comme de lourds murs, isolant l'alcôve du reste du palais et créant une atmosphère de mystère. Les candélabres d'argent, allumés à l'extrême, projetaient des flammes instables, qui transformaient les murs en une mosaïque de lumière dansante. Sur les tapisseries flamandes se dessinaient des batailles et des conquêtes, comme pour rappeler aux jeunes mariés que cette rencontre n'était pas simple passion, mais une continuation de la guerre par d'autres moyens. Rien dans la disposition de la pièce n'était fortuit. Chaque coussin, chaque parfum, chaque détail était conçu pour transformer l'intimité en une cérémonie publique déguisée en secret. Le protocole de légitimation dynastique exigeait non seulement la consommation, mais la consommation avec bae. Avec preuve, le lit était l'autel, mais aussi la table d'un tribunal invisible. Dans l'ombre, diplomates, chanceliers et espions attendaient prendre des signes, prêts à rapporter ce qui s'était passé comme s'ils étaient les notaires d'un acte solennel. Le privé se dissolvait. Les corps de Lucrèce et d'Alphonse étaient des documents vivants, signés de halètements. Le symbolisme religieux renforçait la tension. Le jour choisi, la purification de la Vierge servait à sanctifier un acte qui, en substance, y frôlait le profane. C'était une contradiction exquise. Tandis que les cloches des églises résonnaient en l'honneur de la pureté. Dans les appartements ducaux, la chair se livrait sans filtre, transformant le péché en sacrement politique. La Renaissance aimait ces paradoxes, où le sacré et le charnel se fusionnaient pour légitimer le pouvoir. Dans cette atmosphère, chaque baiser d'Alphonse, chaque mouvement de Lucrèce prenait une dimension au-delà du plaisir. C'était une liturgie diplomatique. L'ambiance n'était pas seulement théâtrale, mais aussi psychologique. La tension était palpable dans l'air. Alphonse, éduqué comme militaire et forgeron de canons, comprenait que cette nuit n'était pas un jeu érotique, mais une épreuve du feu. Sa performance ne devait pas seulement plaire à son épouse, mais convaincre des observateurs invisibles que l'alliance était fertile, forte, indestructible. Lucrèce, de son côté, portait des cicatrices invisibles. Un mari impuissant qui avait été son humiliation, un autre étranglé dans l'ombre du Vatican. Elle devait maintenant prouver qu'elle avait cessé d'être une victime pour devenir l'architecte de son destin. Tous deux savaient que l'échec de cette nuit équivalait à une sentence de mort politique. La procession qui avait conduit Lucrèce dans les rues de Ferrare quelques heures auparavant était le prélude théâtral. Vêtue d'hermine et de bijoux qui éblouissaient la foule, elle fut acclamée comme si elle avait déjà garanti la survie du duché. Mais la véritable épreuve n'était pas dans les rues, mais derrière les portes closes. Les citoyens criaient son nom sans savoir que le véritable vacarme viendrait quelques heures plus tard, lorsque les sons de l'alcôve scelleraient le destin de leur ville. Le peuple célébrait un mariage, les princes exécutaient un rituel de guerre. Cependant, tous ne célébrèrent pas son arrivée. Isabelle d'Este, belle-sœur et rivale de Lucrèce, s'était montrée astucieuse. À peine eut-elle rencontré la nouvelle duchesse à Malalbergo qu'elle positionna son chancelier personnel près des appartements pour espionner ce qui se passerait cette nuit Confeitsumila.
C'était un acte d'espionnage politique déguisé en protocole de cour. Ce qui, pour le monde extérieur, serait un mariage, était pour Isabelle une occasion de trouver des faiblesses, d'accumuler des secrets qui pourraient ensuite être utilisés comme armes dans l'éternelle lutte pour le pouvoir. Ainsi, même dans la consommation, la rivalité féminine s'infiltrait comme un poison dans l'air. Cet espionnage n'était pas une anomalie, il faisait partie du système. La diplomatie de la Renaissance ne se fiait pas aux serments, elle se fiait aux preuves physiques. Les chanceliers n'étaient pas de simples bureaucrates, mais des témoins du désir convertis en légitimité. Les gémissements qui résonnaient maintenant dans le château n'étaient pas des échos de plaisirs privés, mais des messages chiffrés qui voyagerissant jusqu'à Rome, en France ou en Espagne, comme des preuves irréfutables que l'union était d'un réel et des fertiles. Le sexe, enregistré en secret, était l'écriture la plus puissante de l'époque. Dans cette tension, Lucrèce déployait toutes ses armes. Son expérience passée lui avait appris à naviguer dans des mers de trahison. Elle savait quand se montrer vulnérable, quand exercer sa domination, quand transformer un soupir en promesse et un gémissement en menace. Cette nuit-là, elle n'était pas seulement une épouse, elle était une stratège, une actrice, une survivante. Chacun de ses gestes calculait l'effet qu'il aurait dans la mémoire de ceux qui attendaient derrière les murs. Si Alphonse représentait la force brute, Lucrèce représentait l'intelligence létale qui transformait la chair en pouvoir. Le début de la rencontre fut, selon les chroniques cachées, un mélange de tension et de spontanéité. L'attirance authentique qu'ils avaient découverte quelques jours auparavant à Bentivoglio s'entremêlait avec la pression insupportable du protocole. Ce n'était pas un amour romantique, mais pas non plus un théâtre vide. C'était quelque chose de plus complexe, une passion authentique utilisée comme ciment politique. Ce qui commença comme un désir se transforma bientôt en performance diplomatique. Le lit n'était pas seulement un lit, c'était une scène où le destin de l'Italie était dicté. La première consommation ne tarda pas à arriver. Ce fut le moment le plus attendu et, à la fois, le plus surveillé. Dehors, dans les couloirs, les chanceliers attendaient en silence, sachant que chaque minute qui passait pouvait déterminer l'avenir de l'alliance. Dedans, les corps de Lucrèce et d'Alphonse se rencontrèrent avec une intensité qui dépassa même ce qui était prévu. Il n'y avait pas d'artifice, pas de masque. Il y avait un désir réel, enflammé par des semaines de tensions politiques et par l'attraction authentique qui était née entre eux. Mais ce désir devait se transformer en preuve. Chaque mouvement devait laisser une trace non seulement dans la mémoire des amants, mais dans les registres invisibles de la diplomatie. Le premier acte fut décrit par les chroniqueurs comme intense, presque sauvage. Alphonse, fort et sûr de lui, montra qu'il n'avait pas besoin de prouver sa virilité par des mots. Il la possédait dans chaque geste. Lucrèce, de son côté, ne se livrait pas en victime, mais en stratège consciente que son rôle était de démontrer fertilité, passion et contrôle. Chaque gémissement, chaque soupir s'entendait au-delà de l'alcôve, faisant détourner les yeux des gardes et échangeant les diplomates présents des regards qui confirmaient le succès initial. La première preuve était accomplie. Mais le protocole exigeait davantage. Une seule consommation ne suffisait pas. Elle devait être répétée pour protéger le mariage contre de futures contestations. Ainsi vint la deuxième consommation, marquée par un air différent. Il n'y avait plus de tension initiale ni de nervosité. Il y avait du calcul. Alphonse comprenait qu'il devait maintenir le rythme, démontrer non seulement sa puissance, mais sa résistance. À une époque où la virilité masculine était un symbole de stabilité politique, chaque répétition fonctionnait comme un sceau supplémentaire sur le contrat invisible qui unissait les Borgia et les d'Este. Le chancelier qui documentait l'événement notait en silence, comme un notaire du plaisir. La troisième consommation définitive fut le point culminant du rituel. Ce n'était pas seulement une rencontre de corps, mais l'aboutissement d'une liturgie secrète. À cet instant, le lit se transforma en tribunal et en autel, et les halètements devinrent prendre des décrets. La troisième fois était celle qui validait légalement le lien, celle qui transformait les rumeurs en certitudes, celle qui détruisait tout argument d'annulation. Pour Lucrèce, cela signifiait consolider sa position et laisser derrière elle l'ombre des mariages antérieurs marqués par l'échec et la tragédie. Pour Alphonse, cela signifiait consolider sa réputation d'héritier digne, capable de supporter la pression du devoir politique, même dans l'intimité. Le plus frappant est que tout cela fut documenté. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs d'alcôve, mais de registres officiels conservés dans les archives les plus confidentielles d'Europe.
le chancelier d'Isabelle d'Este, infiltré avec astuce, confirmait ce que beaucoup désirèrent entendre et ce que d'autres craignaient. Le mariage avait été consommé 3 fois en une seule nuit. Cette documentation n'était pas du voyeurisme, c'était une arme politique. Elle protégeait l'alliance contre toute tentative de sabotage et envoyait un message brutal aux rivaux. L'union Borgia-d'Este était cimentée avec du sang, de la sueur et de la chair. Cette nuit-là, le plaisir devint politique, et la politique devint spectacle. Ce qui, pour 2 corps, aurait pu être du désir, fut pour l'Europe un tremblement de terre silencieux. Alors, la France et l'Espagne, attentives à toute faiblesse, reçurent la nouvelle comme un coup stratégique. Les ennemis des Borgia qui attendaient enfin une faille trouvèrent au contraire un mur impénétrable. La consommation multiple, exécutée et documentée, avait établi une nouvelle norme dans la diplomatie matrimoniale. Il ne suffisait pas de se marier, il fallait prouver par le corps que l'union était fertile et légitime. Au lever du soleil du 3 février, Lucrèce et Alphonse n'étaient plus de simples jeunes mariés, ils étaient donc des symboles, vivant d'une alliance qui allait se redessiner la carte politique de l'Italie. Ils étaient passés d'acteurs à architectes d'un nouveau paradigme. Et en cette aube froide, tandis que le soleil éclairait les murs du château d'Este, naissait un mythe, celui d'une femme qui transforma son corps en arme, et celui d'un homme qui accepta de convertir sa virilité en la preuve la plus concluante de pouvoir. L'aube du 3 février ne fut pas un simple changement de lumière, ce fut le début d'une nouvelle ère pour Ferrare et pour toute l'Italie. Derrière les murs du château d'Este, la consommation multiple s'était transformée en acte fondateur d'une alliance inébranlable. L'air était imprégné d'un mélange d'encens, de sueur et de secrets. Les chroniqueurs qui, plus tard, retrouveraient dans ces documents, décriraient cette nuit comme un tremblement de terre silencieux qui secoua la péninsule entière. Car ce n'était pas seulement du sexe, c'était de la politique faite chair, et cette politique reconfigurait déjà l'échiquier. Les premières conséquences se firent sentir au sein de la cour. Lucrèce, jusque-là considérée comme une étrangère tolérée, devint un élément indispensable. Sa position changea immédiatement. Elle n'était plus l'épouse qui devait s'adapter, mais la pierre angulaire de la stabilité dynastique. Toute tentative de l'éliminer signifierait un désastre politique aux dimensions incalculables. Ses ennemis le comprirent aussitôt. Sa survie était désormais la survie du duché. Et cette protection symbolique, tissée de gémissements nocturnes et scellée par la plume des chanceliers, la rendait intouchable. Alphonse, quant à lui, avait gagné plus que le respect de son épouse. Il avait prouvé au monde sa capacité de leadership. À une époque où la virilité masculine était synonyme de légitimité politique, sa performance durant la nuit de noces le distinguait d'autres héritiers fragiles qui avaient connu l'humiliation publique. Il n'était pas un prince faible, mais un homme d'acier capable de supporter la pression du champ de bataille autant que celle du lit conjugal. Cette force psychologique, aussi précieuse que ses canons, consolidait son rôle de successeur indiscutable. Mais l'écho de cette nuit ne s'arrêta pas à Ferrare. Il se répandit comme un murmure empoisonné dans toute l'Italie, atteignant Rome, Naples, Milan et au-delà des Alpes. La France et l'Espagne, attentives à la moindre faille, comprirent que l'alliance entre les Borgia et les d'Este avait créé un bloc solide, capable de modifier les équations de pouvoir. Les ambassadeurs écrivaient des lettres alarmées, les rois recalculaient leurs mouvements et les rivaux qui avaient misé sur l'échec de Lucrèce se trouvèrent face à un mur impossible à abattre. Le mariage n'avait pas seulement survécu, il avait redéfini le jeu. Ce nouveau paradigme avait un arrière-plan encore plus perturbant. Le sexe, jusque-là considéré comme une affaire privée ou pécheresse, était devenu un standard politique. La consommation documentée se transforma en étalon or des alliances dynastiques. À partir de cette nuit, d'autres maisons nobles commencèrent à imiter le modèle. Il ne suffisait plus de promesses, il fallait prouver par la chair la légitimité de l'union. Ainsi, le lit nuptial cessa d'être un espace intime pour devenir une extension de la salle des traités. Le privé et le public fusionnaient en un rituel inquiétant qui ferait trembler des générations entières. Dans ce contexte, la rivalité féminine trouva également un nouveau champ de bataille. Isabelle d'Este, belle-sœur et ennemie déclarée, vit sa suprématie culturelle à la cour menacée par la nouvelle venue. Le succès de Lucrèce la transformait en un aimant de pouvoir, et ce qui devait être une alliance se transforma en une guerre froide d'intrigues, de jalousie et d'espionnage. La cour de Ferrare devint le théâtre de batailles invisibles,
où chaque geste, chaque regard pouvait être interprété comme un mouvement stratégique. La politique ne se jouait plus seulement dans les conseils militaires, elle se jouait dans des couloirs parfumés et lors de banquets silencieux. L'aube, par conséquent, n'apporta pas le repos, elle apporta des conséquences. Les cris de plaisir de la nuit se transformaient en décrets, en accords, en peurs. Ce qui avait commencé comme un protocole secret devint une arme de propagande. Le monde devait savoir que Lucrèce et Alphonse avaient triomphé là où d'autres avaient échoué. Et tandis que le soleil éclairait les murs du château, une certitude perturbante se forgeait. La chair pouvait être plus puissante que l'épée et le désir plus efficace que la poudre. Mais le destin n'accorde pas de victoire sans ombre. Quelques mois seulement après cette nuit glorifiée dans les archives secrètes, le corps de Lucrèce devint un champ de bataille bien plus cruel que celui de la politique. Le 5 septembre 1502, elle donna naissance à son premier enfant avec Alphonse, une petite fille mort-née après de terribles convulsions. La tragédie frappa le duché avec une violence inattendue. Ce qui devait être la confirmation biologique du succès matrimonial se solda par le deuil. Et dans l'Italie de la Renaissance, où chaque naissance était un certificat de légitimité, cette perte ouvrait de dangereuses fissures. La situation empira lorsque Lucrèce fut atteinte de fièvre puerpérale, un mal qui, à cette époque, signifiait presque toujours la mort. Pendant des jours, elle brûla de délire, tandis que la cour retenait son souffle. Dehors, les diplomates discutaient à voix basse de la possibilité que tout l'édifice politique construit cette nuit de noces s'effondre avec sa vie. Les ennemis des Borgia savouraient déjà sa chute, les alliés tremblaient. Et dans son alcôve, la jeune duchesse luttait contre la mort avec la même férocité qu'elles avaient combattu ses rivaux politiques. Son rétablissement fut interprété comme un miracle. Les observateurs le décrivirent comme un signe divin, une preuve que Lucrèce était destinée à survivre même aux pièges les plus mortels. Mais pour elle, cette expérience ne fut pas seulement une preuve de résistance physique, mais une révélation psychologique. Elle comprit que dans un monde où les corps féminins étaient traités comme des contrats, elle devait diversifier ses armes de survie. La maternité l'avait exposée à un danger mortel qu'aucune alliance ne pouvait prévenir. C'est ainsi que naquit en elle une nouvelle stratégie. Construire des réseaux parallèles, trouver des refuges émotionnels et politiques qui la protégeraient au cas où le duché lui ferait à nouveau défaut. C'est dans ce contexte de fragilité et de renaissance que Lucrèce entama une relation clandestine avec François Gonzague, marquis de Mantoue, et époux de son éternelle rivale, Isabelle d'Este. Cette liaison, débutée vers 1503, n'était pas un simple caprice, c'était un coup de maître. Se lier à l'homme d'Isabelle signifiait avoir une assurance politique, mais aussi infliger à son ennemi la blessure la plus personnelle possible. C'était à la fois vengeance et stratégie. Les lettres échangées, découvertes des siècles plus tard, révèlent qu'il y eut entre eux non seulement du calcul, mais aussi une véritable passion. Lucrèce avait trouvé un moyen d'entrelacer l'émotionnel et le politique, jusqu'à un niveau quasi diabolique. Pour Isabelle, le coup fut dévastateur. Découvrir que son propre mari était tombé dans les bras de la femme qu'elle haïssait le plus fut une humiliation insupportable. Et pas seulement sur le plan personnel, c'était une défaite politique qui sapait son autorité en tant que première dame de la cour. Le scandale n'éclata pas publiquement, mais le poison courut dans les couloirs. Furor devint un échiquier où deux femmes jouaient une guerre psychologique, utilisant l'amour, le désir et la trahison comme pièces d'échec. Pendant ce temps, Alphonse, comme pragmatique, toléra la situation tant qu'elle ne menaçait pas la stabilité de son duché. Il savait que son épouse était plus utile vivante, forte et protégée que réduite à une victime vulnérable. Cet épisode démontre l'évolution définitive de Lucrèce. Elle n'était plus seulement la jeune femme qui avait survécu à des mariages ratés, ni l'épouse qui avait converti une nuit en arme diplomatique. Elle était désormais une maîtresse dans l'art de manipuler des réseaux intimes à son propre avantage. Ce qui avait commencé comme de la survie s'était transformé en sophistication politique. La capacité d'utiliser le désir d'autrui comme bouclier, de transformer la faiblesse féminine en pouvoir absolu. C'était une alchimie obscure, convertir le plaisir en protection et la trahison en triomphe. Ce même modèle serait imité par d'autres nobles de la Renaissance. Ce que Lucrèce faisait avec François Gonzague n'était pas une anecdote, c'était un précédent.
la diplomatie sexuelle s'étendait, ouvrant un nouveau chapitre dans l'utilisation stratégique des relations extra-conjugales. Le lit n'était plus seulement un lieu de légitimation dynastique, mais de conspiration continue, d'alliances et secrètes qui couraient en mêlée parallèlement aux traités officiels. Et tout cela avait une même origine, cette nuit-là à Ferrare, où le sexe devint le langage le plus brutal et efficace du pouvoir. Les années suivantes confirmèrent que cette nuit du 2 février 1102 n'avait pas été un épisode isolé, mais le commencement d'une nouvelle façon d'exercer le pouvoir. Les enfants légitimes que Lucrèce commença à donner à Alphonse scellèrent définitivement l'alliance Borgia d'Este. Chaque naissance réussie était célébrée comme une victoire militaire. Un héros annonçait l'arrivée d'un héritier comme s'il s'agissait de la conquête d'une ville, et chaque berceau orné de soixante était en réalité un traité politique fait cher. La cour de Ferrare comprenait que la survie de sa dynastie était littéralement dans le ventre d'une femme qui avait déjà prouvé être plus forte que la mort. Mais ce triomphe personnel de Lucrèce coïncidait avec une transformation majeure, l'institutionnalisation du protocole. Ce qui avait commencé comme un secret honteux devint un modèle imité par d'autres maisons nobles. Dans les duchés italiens et au-delà des Alpes, les familles aristocratiques commencèrent à exiger des consommations multiples, documentées et certifiées par des chanceliers, comme condition indispensable pour consolider un mariage. Le sexe, autrefois relégué à l'intime, devint norme juridique et outil diplomatique. Ainsi, ce que Lucrèce et Alphonse exécutèrent d'un émon dans une alcôve sombre devint un modèle reproduit dans les palais d'Europe. L'impact fut dévastateur pour les notions traditionnelles du mariage. L'union n'était plus vue comme un sacrement d'amour, mais comme un contrat qui devait être vérifié au lit. L'intimité perdit toute trace de vie privée. Elle se transforma en un acte quasi théâtral où les corps étaient observés et leurs résultats archivés. Ce système, bien que brutal, offrait quelque chose que la politique exigeait désespérément. Des preuves. Dans une Europe en état de guerre constant, où chaque alliance pouvait signifier la vie ou la mort d'un duché, les rumeurs et les soupçons ne suffisaient pas. Seuls les gémissements certifiés pouvaient m'y sceller un pacte. L'ascension de Lucrèce en tant que figure indispensable à Ferrara renforça également la tension avec Isabelle d'Este. La rivalité entre les deux devint légendaire, alimentée par leurs rôles opposés. Isabelle, symbole de culture et de raffinement, se voyait supplantée par la nouvelle venue, dont le pouvoir n'émanait pas de la musique ni de l'art, mais de la chair et de la politique. Tandis qu'Isabelle tentait de maintenir sa suprématie en tant que première dame de la cour, Lucrèce accumulait une légitimité dynastique à chaque grossesse, à chaque enfant né comme un témoignage vivant du pacte scellé en 1502. La cour se transforma en champ de guerre psychologique, où les sourires étaient en des armes et les conversations des conspirations. Les répercussions internationales ne tardèrent pas à se faire sentir. La France, l'Espagne et la papauté comprirent que l'union Borgia d'Este avait créé un bloc solide et commencèrent à recalibrer leurs alliances. Le mariage consommé se transforma en argument diplomatique dans les traités ultérieurs, cités comme exemple de fidélité politique. Le modèle se répandit comme une peste silencieuse. Ce qui se passait dans les alcôves privées commençait à être aussi pertinent que les victoires sur les champs de bataille. À la Renaissance, l'amour n'était plus de l'amour. C'était de la stratégie, c'était de la poudre, c'était une monnaie d'échange. La figure de Lucrèce, si entachée de rumeurs, d'inceste, de poison et de conspiration, prenait désormais une autre dimension. Elle n'était pas seulement la fille du pape ni l'épouse d'un duc. Elle était l'architecte d'un système qui allait changer les règles du pouvoir. La documentation de cette nuit et les enfants qui suivirent créèrent une sorte de certificat perpétuel, un bouclier qui protégeait sa position contre toute tentative d'élimination physique, car l'éliminer signifiait dynamiter l'édifice politique construit sur son corps, et aucun rival n'était prêt à payer ce prix. Tel fut la paradoxe qui émergea derrière les murs du château d'Este. Ce qui commença comme un acte charnel devint une institution politique. Ce qui semblait une nuit de plaisir était, en réalité, la fondation d'un paradigme où le sexe était l'écriture la plus puissante d'Europe. Et au centre de ce paradoxe brillait, sombre et fascinante, la figure de Lucrèce Borgia. La transformation de Lucrèce Borgia à Ferrare ne fut pas un phénomène isolé, mais s'inscrivit dans une tendance plus vaste, la conversion de la sexualité féminine en une arme géopolitique.
Dans les décennies suivantes, les cours italiennes et européennes commencèrent à reproduire des stratégies similaires, conscientes que le lit pouvait être aussi décisif que le champ de bataille. Les archives secrètes de Mantoue, Milan et Florence révèlent des protocoles qui imitaient le modèle instauré en plein 102. Consommation enregistrée, témoins discrets, rapports envoyés aux chancelleries. C'était l'institutionnalisation d'un rituel perturbant, le plaisir transformé en notariat du pouvoir. Ce changement révélait une vérité inconfortable. Dans une Europe dominée par les hommes, les femmes de sang noble trouvèrent ensemble dans l'intimité la seule arène où elles pouvaient exercer un contrôle direct. Lucrèce avait prouvé qu'une femme pouvait passer de victime à prédatrice, de pièce sacrifiable à joueuse maîtresse. Et d'autres suivirent dans son exemple. Isabelle de Castille valida son union avec Ferdinand d'Aragon sous la supervision de chanceliers qui certifia la consommation comme preuve de l'union de l'Espagne. Catherine de Médicis perfectionnerait les protocoles de séduction diplomatique pour manipuler 3 rois français. Anne Boleyn, en Angleterre, utiliserait son corps pour fracturer l'Église catholique et donner naissance à une nouvelle religion dynastique. Toutes, d'une manière ou d'une autre, imitaient le paradigme que Lucrèce avait incarné. Mais l'expansion de ce modèle alimenta également les rumeurs et les peurs. Si le lit était un champ de bataille, alors chaque relation pouvait être soupçonnée de conspiration. Chaque murmure dans les couloirs, chaque visite nocturne pouvait être interprétée comme une alliance secrète. À Ferrare, la rivalité entre Lucrèce et Isabelle d'Este atteignit des niveaux obsessionnels. Isabelle, humiliée par l'affaire de son époux avec Lucrèce, devint une ennemie implacable, tissant des intrigues pour saper la légitimité de sa belle-sœur. La cour se transforma en un bouillon de jalousie et d'espionnage, où la politique se jouait avec des éventails, des lettres parfumées et des regards chargés de venin. Pendant ce temps, Alphonse consolida son rôle de duc pragmatique. Ses compétences militaires, combinées seulement à la stabilité que lui conféraient les héritiers légitimes de Lucrèce, Francis, renforcèrent Ferrare face aux pressions extérieures. Mais même sa réputation bénéficia du mythe de la nuit de noces. Les chroniqueurs le dépeignaient comme un homme capable de supporter non seulement le poids de la guerre, mais aussi celui de l'alcôve. Cette dualité, la cire à la fonderie, la passion au lit, en faisait un symbole de la Renaissance. Un prince qui incarnait à la fois la force physique et la sophistication politique. L'écho de tout cela atteignit même le Vatican. Rodrigo Borgia, le pape Alexandre VI, voyait dans le succès de sa fille la confirmation de sa propre stratégie, utiliser ses descendants comme des pièces sur un échiquier où le sexe était plus efficace que la poudre. Les ennemis du pape murmuraient avec horreur, mais en même temps imitaient ses méthodes, car dans un monde où chaque duché pouvait disparaître en quelques mois, tout outil de survie était valide, même le plus sombre, et Lucrèce était devenue l'exemple le plus parfait de cette logique impitoyable. La paradoxe, cependant, était évidente. Plus Lucrèce accumulait de pouvoir, plus elle était piégée dans le réseau de ses propres rituels. Son corps, élevé au rang d'instrument politique, cessa de lui appartenir. Chaque grossesse était observée avec une anxiété diplomatique. Chaque maladie était interprétée comme une menace à l'équilibre régional. Elle était admirée, crainte, respectée, mais aussi prisonnière d'un système qu'elle avait contribué à perfectionner. La femme qui avait transformé sa chair en forteresse découvrait que cette forteresse était aussi une cage. Ainsi, ce qui commença comme un secret d'alcôve finit par être un miroir déformé de toute l'Europe, un continent qui convertissait l'intime en politique, le charnel en diplomatique, le féminin en armes. Et au centre de cette spirale, brillant d'une lumière sombre, demeurait la figure de Lucrèce Borgia, mi-victime, mi-architecte d'un pouvoir qui changerait à jamais l'histoire. L'héritage de cette nuit-là ne se mesura pas uniquement aux enfants que Lucrèce mit au monde, ni à la stabilité immédiate de Ferrare. Il se mesura à l'onde de choc qui altéra la manière dont l'Europe comprenait la politique matrimoniale. Les protocoles de consommation multiples documentés devinrent comme la norme d'or pour la noblesse. Dorénavant, chaque mariage aristocratique important portait l'ombre du modèle Borgia d'Este. Il ne suffisait pas d'échanger des anneaux ni de signer des contrats, il fallait sceller l'union par des actes charnels certifiés, surveillés en secret et consignés dans des archives gardées sous clé. L'intimité se transforma en acte notarié, le désir en preuve légale. Les diplomates de France et d'Espagne ne tardèrent cependant pas à copier ces pratiques. Les chroniqueurs de l'époque parlaient d'alcôve convertie en chancellerie,
et de gémissements utilisés comme sceaux royaux. Le sexe devint une preuve d'état et l'échec au lit pouvait équivaloir à la ruine politique. Ainsi, les mariages de convenance se durcirent encore davantage. Les corps étaient exploités comme des ressources stratégiques et la notion d'amour était réduite à un luxe réservé à ceux qui n'avaient pas de trône à défendre. La Renaissance, tant célébrée pour son art et sa science, cachait dans ses ombres cette brutale réalité. La chair était la diplomatie. Pour Lucrèce, cette évolution représentait une victoire ambivalente. Elle avait réussi à consolider sa position, à s'assurer comme pivot de la stabilité dynastique et à transformer sa réputation de victime en celle d'architecte du pouvoir. Mais en même temps, chaque pas renforçait sa condition de prisonnière. Les rumeurs sur ses grossesses, les calculs obsessionnels des diplomates sur la date exacte de ses conceptions, la surveillance constante de sa santé transformaient sa vie en un laboratoire public. Son corps était célébré comme source de légitimité, mais aussi exploité comme un territoire conquis. À Ferrare, la cour devint un champ de bataille psychologique. Isabelle d'Este, vaincue sur le terrain intime, ne cessa de conspirer sur le terrain culturel et politique. Elle promouvait des fêtes, des mécénats artistiques et des alliances pour contrecarrer l'influence de Lucrèce. Le choc entre les deux femmes, bien qu'il n'ait jamais éclaté en un affrontement ouvert, se manifesta par un bras de fer constant pour le pouvoir. Isabelle avec son raffinement intellectuel, Lucrèce avec sa légitimité charnelle. La ville devint une scène où les murs étaient chargés de rumeurs et chaque geste était interprété comme une déclaration de guerre silencieuse. Pendant ce temps, Alphonse consolida sa figure de duc pragmatique et de leader respecté. Sa réputation fut renforcée non seulement par son habileté militaire, mais aussi par avoir réussi l'épreuve la plus intime de toutes, soutenir l'alliance par sa virilité. L'histoire le retiendrait comme l'homme qui forgeait canons et pactes avec la même solidité, comme un prince dont la puissance physique coïncidait avec son tempérament politique. Pour lui, le lit avait été un champ de bataille, autant que la fonderie où il moulait l'acier. La postérité regarderait cette nuit avec fascination et horreur. Historiens et chroniqueurs, des siècles plus tard, continueraient à déterrer les documents, surpris que la diplomatie puisse aller si loin. La question inévitable émergeait. Combien d'empires s'élevèrent ou tombèrent en téproia, non pas par les guerres, mais par ce qui se passa entre des draps de soie. Lucrèce Borgia, avec son regard énigmatique et son corps transformé en arme, était devenu un mythe. Et ce mythe, entremêlé de légendes de poison, d'inceste et de conspiration, obscurcirait à jamais la frontière entre vérité et fiction. Au final, ce qui se passa cette nuit-là ne fut pas un épisode marginal, mais la graine d'un paradigme qui redéfinit l'Europe. L'intime devint politique, le charnel devint institutionnel et le féminin, pour la première fois, devint une arme géopolitique. Dans ce paradoxe, entre la victime et la prédatrice, naquit la véritable Lucrèce Borgia. Le temps qui passe n'a pas effacé l'impact de cette nuit, mais l'a amplifié. Des décennies plus tard, les chroniqueurs continuaient à se référer au 2 février 1502 comme à l'aube où l'Europe changea de peau. Le protocole exécuté par Lucrèce et Alphonse avait laissé une empreinte si profonde qu'il devint un modèle pour d'autres unions aristocratiques. Chaque mariage dynastique portait implicitement la question « A-t-il été consommé et a-t-il été documenté ?» Ce qui commença comme un secret honteux finit par être une norme tacite dans les palais, un écho inquiétant du pouvoir né à Ferrare. Les descendants des protagonistes héritèrent non seulement de titres et de terres, mais aussi de l'héritage d'une méthode. Ils apprirent qu'enfin que le mariage pouvait être une arme aussi puissante que l'armée, et que l'alcôve, plus qu'un refuge, était un champ de guerre silencieux. Cet héritage sombre circula comme un manuel caché de survie, entre reines, duchesses et courtisanes. À travers leurs lettres et confessions, nous découvrons que l'intelligence féminine se mouvait dans ces espaces où les hommes croyaient dominer, mais où elle tissait dans des réseaux invisibles de contrôle et de vengeance. Lucrèce, avec le temps, consolida son image d'architecte politique. Ses enfants, avec Alphonse, assurèrent pour la continuité de la maison d'Este, et son nom, de synonyme de scandale, devint un symbole de stabilité dynastique. Néanmoins, l'ombre de son passé, les rumeurs de poison, d'inceste et de conspiration, ne disparut jamais tout à fait. Le mythe la poursuivait, et peut-être ce même mythe garantit-il son immortalité. Nul ne pouvait parler de politique de la Renaissance sans prononcer son nom, chargé de fascination et de peur.
La Renaissance, qui nous a légué des peintures sublimes et des cathédrales majestueuses, cachait dans ses sous-sols cette vérité inconfortable, que le pouvoir se construisait aussi avec des halètements, que la diplomatie pouvait être plus érotique que militaire, et que la chair était un document d'État. Les archives secrètes, exhumées des siècles plus tard, ne firent que confirmer ce que les murmures de l'époque savaient déjà. Les femmes les plus intelligentes ne furent pas des pièces passives, mais des stratèges létales qui utilisèrent chaque ressource disponible, même la plus intime, pour survivre et triompher. Le mythe de Lucrèce Borgia, la fille du pape qui transforma son corps en arme, n'est pas simplement l'histoire d'une femme. C'est le reflet d'un système brutal qui transforma les alcôves en tranchées, les lits en bureaux de chancelier et le plaisir en la monnaie la plus puissante de la Renaissance. Sa figure mi-victime, mi-bourreau continue de projeter une ombre inquiétante sur notre idée de l'histoire. Et chaque fois qu'une archive s'ouvre, chaque fois qu'un document caché est sauvé, cette ombre nous rappelle que le pouvoir a toujours su se déguiser, même sous les draps de soie. La métamorphose de Lucrèce transcende l'individu pour devenir un symbole d'une époque. Son parcours de jeune femme manipulée dans des mariages imposés à grande duchesse qui imposaient le respect révèle la brutalité de la Renaissance. Un scénario où la beauté et le sang, la pureté et la corruption s'entremêlèrent dans un même geste. La nuit de Ferrare ne donna pas seulement de la légitimité à un duché, elle ouvrit aussi la porte à un nouveau modèle de pouvoir féminin. La survivante se transforma en architecte, la victime en stratège. Dans cette transition, Lucrèce cessa d'être une marionnette pour devenir une marionnettiste. Les effets immédiats de cette transformation se firent délier sentir dans les décennies suivantes. Les chroniqueurs de Ferrare parlaient d'elle comme d'une femme renaissante, mère dévouée, protectrice d'artistes, mécène de poètes. Sa cour se remplit de musique, de littérature et de peinture, comme si elle voulait couvrir de beauté l'écho de ses scandales passés. Mais sous ce vernis culturel, la stratégie continuait de battre. Chaque acte de mécénat, chaque faveur accordée était aussi une manœuvre politique. Lucrèce avait compris que le pouvoir devait se soutenir sur plusieurs fronts, celui de la chair, celui de la culture, celui de la politique. Et elle l'exerçait avec la même froideur qu'elle avait jadis survécu aux intrigues sanglantes. Isabelle d'Este, son ennemie éternelle, ne cessa jamais de la guetter. La rivalité entre les deux femmes se prolongea comme une blessure ouverte, un duel silencieux où chaque victoire artistique, chaque alliance était interprétée comme un coup. Tandis qu'Isabelle tentait de s'ériger en reine culturelle d'Italie, Lucrèce consolidait sa position de garante de la stabilité politique de Ferrare. Cette tension engendra un climat où la cour devint un champ de bataille invisible, un jeu de sourires et de poignards cachés, de lettres interceptées et de rumeurs soigneusement propagées. Au-delà de Ferrare, la figure de Lucrèce devint un mythe. Pour certains, c'était la faille du pape, souillée par le péché. Pour d'autres, une femme admirable qui sut survivre là où tant d'hommes étaient en étaient tombés. Son nom circulait en murmures, mêlé de légendes d'inceste, de poison et de séduction mortelle. L'histoire officielle tenta de la réduire à une caricature, mais les documents secrets prouvaient une autre vérité, celle d'une stratège qui utilisa la seule chose que le monde lui permettait d'utiliser, son corps, et en fit une forteresse inexpugnable. Dans l'Europe du XVIe siècle, marquée par des guerres interminables et des religions fracturées, l'exemple de Lucrèce offrait une amère leçon. Le pouvoir ne s'imposait pas toujours par les armées ni par les bulles papales, mais par l'astuce de ceux qui savaient transformer leur fragilité en armes. L'empreinte de son protocole nuptial demeura comme un avertissement et un modèle, vénéré en secret par d'autres nobles et crainte par ses ennemis. Cette empreinte, sombre et fascinante, fut la preuve que la politique de la Renaissance respirait dans les couloirs, mais se décidait dans les lits. L'écho de la vie de Lucrèce ne s'éteignit pas avec elle, au contraire. Il se multiplia au cours des siècles suivants, déformé par des rumeurs, des légendes et des passions politiques. Elle mourut en 1519 à l'âge de 39 ans, épuisée après un accouchement difficile comme tant de femmes de son temps. Mais sa figure ne trouva jamais de repos. Pour certains, elle fut l'incarnation de la corruption des Borgia, la fille du pape qui utilisa poison et luxure pour gouverner dans l'ombre. Pour d'autres, elle fut victime d'un système brutal qui fit de son corps un contrat, une monnaie d'échange, une forteresse assiégée.
La vérité, comme toujours dans l'histoire, se trouve dans cette zone grise où coexistent mythes et documents. La postérité la peignit de 1000 manières. Dans les théâtres baroques, elle fut présentée comme une femme fatale, dévoreuse d'hommes et conspiratrice insatiable. Dans les récits romantiques du XIXe siècle, elle se transforma en martyr d'intrigues masculines, un ange déchu qui ne cherchait que l'amour. Au XXe siècle, l'historiographie la sauva du manichéisme, montrant une femme qui joua avec les cartes qui lui furent données, intelligence, beauté et la capacité de convertir la vulnérabilité en pouvoir. À chaque époque, Lucrèce fut réimaginée selon les obsessions du présent, et cette plasticité du mythe garantit son immortalité. Ce qui demeure indiscutable, c'est que la nuit de Ferrare marqua un avant et un après. Cette nuit-là démontra que la Renaissance ne s'écrivait pas seulement sur des toiles ou dans des traités de philosophie, mais aussi dans des lits imprégnés de sueur. La politique, l'art, la religion et le sexe formaient un tissu inséparable, et Lucrèce sut se mouvoir dans ce labyrinthe avec une astuce qui la transforma en légende. Elle incarna la paradoxe de son temps. Être à la fois sainte et pécheresse, victime et bourreau, amante et stratège. La leçon la plus perturbante que nous laisse son histoire est que le pouvoir, lorsqu'il se pare de légitimité, montre rarement le prix qu'il exige. Dans le cas de Lucrèce, ce prix fut son intimité, sa santé, sa liberté personnelle. Mais en acceptant le sacrifice, elle s'assura une place dans l'histoire, non pas comme l'ombre du pape, ni comme l'épouse d'un duc, mais comme une femme qui sut sculpter son destin au milieu d'un monde impitoyable. Chaque document sauvé des archives, chaque lettre secrète confirme que derrière le mythe se cachait un esprit lucide qui comprenait que la chair pouvait être plus forte que le fer. C'est pourquoi parler de Lucrèce Borgia, c'est parler de la Renaissance dans sa forme la plus sombre et la plus humaine. C'est regarder au-delà des fresques éblouissantes et des coupoles parfaites pour découvrir que, dans les alcôves, se jouaient en des batailles aussi décisives que sur les champs de guerre. Et c'est reconnaître que, même dans les temps les plus cruels, il y a toujours eu des femmes capables de défier les règles et d'écrire leur propre histoire avec des armes que le monde n'a jamais soupçonnées. L'héritage de Lucrèce Borgia ne peut se réduire à un simple portrait de femme fatale ni à la caricature de victimes manipulées. Sa vie nous oblige à affronter la face la plus sombre de la Renaissance, une époque où la beauté coexistait avec le poison, où la foi s'entremêlait avec la corruption, et où l'intimité se transformait en arme diplomatique. L'aube du 2 février 1502 devint un mythe car elle montra que le pouvoir ne s'exerce pas toujours sur les champs de bataille, ni dans les salles de conseil, mais aussi dans les alcôves où les corps deviennent des traités vivants. Les échos de cette nuit s'étendirent au-delà de sa propre biographie. Ils influencèrent les protocoles matrimoniaux, inspirèrent d'autres femmes à défier leur rôle passif et laissèrent une empreinte indélébile dans l'imagination collective. Chaque génération réinterpréta Lucrèce selon ses propres obsessions, comme un monstre, comme une martyre ou comme une stratège, et dans toutes ses versions défendues, sa figure continuait de projeter une fascination perturbante, ce mélange de répulsion et d'admiration que seuls provoquent les personnages qui réussissent à survivre à leur temps pour devenir des symboles éternels. Regarder en arrière et contempler son histoire, c'est reconnaître que la politique européenne ne s'écrivit pas seulement avec des épées ni avec des plumes, mais aussi avec des corps, et que le pouvoir féminin, bien que réprimé et surveillé, sut trouver des failles pour s'infiltrer et transformer des empires de l'intérieur. Lucrèce Borgia ne fut pas un accident de l'histoire. Elle fut la preuve que même dans les systèmes les plus impitoyables, il y a toujours de la place pour l'astuce, pour la réinvention, pour la subversion des règles établies. Aujourd'hui, en sauvant sa figure des archives poussiéreuses, nous découvrons que la question n'est pas de savoir si elle fut sainte ou pécheresse, victime ou bourreau, mais ce que son histoire nous révèle sur la nature même du pouvoir. Dans son ombre se cache l'avertissement que le pouvoir réclame toujours des sacrifices et que les armes les plus silencieuses peuvent être les plus dévastatrices. Lucrèce, la fille du pape, la duchesse de Ferrare, la femme qui fit d'une nuit un paradigme, continue de nous observer depuis les replis de l'histoire, nous rappelant que le véritable secret de la Renaissance n'est pas dans ses cathédrales, mais dans ses alcôves.